Bonsoir à toutes et à tous sur David pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Alors ce soir, nous poursuivons la lecture des liaisons dangereuses de Laclos. Nous nous en étions arrêtés à une lettre qu'écrivait Madame de Merteuil à son amant, le vicomte de Valmont. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas les liaisons dangereuses, il s'agit en fait d'un roman épistolaire, donc c'est un recueil de lettres. Donc les lettres vont s'enchaîner à la suite les unes des autres. Et Madame de Merteuil, en fait, vient d'être quittée par son amant qui est Monsieur de Gercourt et dont Cécile de Volanges, qui est la fille de l'amie de Madame Merteuil, lui est promise. Donc pour briser son amant, elle voudrait absolument pervertir cette jeune et fraîche Cécile de Volanges, pardon, par Valmont. Et c'est ce que nous sommes en train de lire actuellement. Donc, je vais poursuivre ma lecture et en attendant, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Je vous souhaite un excellent moment. C'est pourtant pour ce bel objet que vous refusez de m'obéir, que vous vous enterrez dans le tombeau de votre tante et que vous renoncez à l'aventure la plus délicieuse et la plus faite pour vous faire honneur. Par quelle fatalité faut-il donc que Gercourt garde toujours quelques avantages sur vous? Tenez, je vous en parle sans humeur, mais dans ce moment, je suis tentée de croire que vous ne méritez pas votre réputation. Je suis tentée surtout de vous retirer ma confiance. Je ne m'accoutumerai jamais à dire mes secrets à l'amant de Madame de Tourvel. Sachez pourtant que la petite Volanges a déjà fait tourner une tête. Le jeune Danceny en raffole. Il a chanté avec elle. Et en effet, elle chante mieux qu'à une pensionnaire n'appartient. Ils doivent répéter beaucoup de duos, et je crois qu'elle se mettrait volontiers à l'unisson. Mais ce Danceny est un enfant qui perdra son temps à faire l'amour et ne finira rien. La petite personne de son côté est assez farouche, et à tout événement, cela sera toujours beaucoup moins plaisant que vous n'auriez pu le rendre. Aussi, j'ai de l'humeur, et sûrement je querellerai le chevalier à son arrivée. Je lui conseille d'être doux, car, dans ce moment, il ne m'en coûterait rien de rompre avec lui. Je suis sûre que, si j'avais le bon esprit de le quitter à présent, il en serait au désespoir. Et rien ne m'amuse comme un désespoir amoureux. Il m'appellerait perfide, et ce mot de perfide m'a toujours fait plaisir. C'est, après celui de cruel, le plus doux à l'oreille d'une femme, et il est moins pénible à mériter. Sérieusement, je vais m'occuper de cette rupture. Voilà pourtant de quoi vous êtes cause. Aussi, je le mets sur votre conscience. Adieu. Recommandez-moi aux prières de votre présidente. Lettre 6. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Il n'est donc point de femme qui n'abuse de l'empire qu'elle a su prendre. Et vous-même, vous que je nommais si souvent mon indulgente amie, vous cessez enfin de l'être, et vous ne craignez pas de m'attaquer dans l'objet de mes affections. Mais de quel trait vous osez peindre Madame de Tourvel? Quel homme n'eût point payé de sa vie cette insolente audace? À quelle autre femme qu'à vous n'eût-elle pas valu au moins une noirceur? De grâce, ne me mettez plus à d'aussi rudes épreuves, je ne répondrai pas de les soutenir. Au nom de l'amitié, attendez que j'ai eu cette femme, si vous voulez en médire. Ne savez-vous pas que la seule volupté a le droit de détacher le bandeau de l'amour? Mais que dis-je? Madame de Tourvel a-t-elle besoin d'illusions? Non. Pour être adorable, il lui suffit d'être elle-même. Vous lui reprochez de se mettre mal, je le crois bien. Toute parure lui nuit, tout ce qui la cache la dépare. C'est dans l'abandon du négligé qu'elle est vraiment ravissante. Grâce aux chaleurs accablantes que nous éprouvons, un déshabillé de simple toile me laisse voir sa taille ronde et souple. Une seule mousseline couvre sa gorge, et mes regards furtifs mais pénétrants en ont déjà saisi les formes enchanteresses. Sa figure, dites-vous, n'a nulle expression. Et qu'exprimerait-elle dans les moments où rien ne parle à son cœur? Non, sans doute, elle n'a point, comme nos femmes coquettes, ce regard menteur qui séduit quelquefois ou nous trompe toujours. Elle ne sait pas couvrir le vide d'une phrase par un sourire étudié, et quoiqu'elle ait les plus belles dents du monde, elle ne rit que pour ce qui l'amuse.
Mais il faut voir comme, dans les folâtres jeux, elle offre l'image d'une gaieté naïve et franche. Comme auprès d'un malheureux qu'elle s'empresse de secourir, son regard annonce la joie pure et la bonté compatissante. Il faut voir, surtout au moindre mot, l'éloge ou de cajolerie se peindre sur sa figure céleste, ce touchant embarras d'une modestie qui n'est point jouée. Elle est prude et dévote, et de là vous la jugez froide et inanimée? Mais je pense bien différemment. Quelle étonnante sensibilité ne faut-il pas avoir pour la répandre jusque sur son mari et pour aimer toujours un être et pour toujours aimer un être toujours absent? Quelle preuve plus forte pourriez-vous désirer? J'ai su pourtant m'en procurer une autre. J'ai dirigé sa promenade de manière qu'il s'est trouvé un fossé à franchir. Et quoique forte leste, elle est encore plus timide. Vous jugez bien qu'une prude craint de sauter le fossé. Il a fallu se confier à moi. J'ai tenu dans mes bras cette femme modeste. Nos préparatifs et le passage de ma vieille tante avaient fait rire aux éclats la folâtre dévote. Mais dès que je me fus emparée d'elle, par une adroite gaucherie, nos bras s'enlacèrent mutuellement. Je pressai son sein contre le mien et, dans ce court intervalle, je sentis son cœur battre plus vite. L'aimable rougeur vint colorer son visage et son modeste embarras m'apprit assez que son cœur avait palpité d'amour et non de crainte. Ma tante cependant s'y trompa comme vous et se mit à dire « Non, l'enfant a eu peur ». Mais la charmante candeur de l'enfant ne lui permit pas le mensonge et elle répondit naïvement « Oh non, mais… » Ce seul mot m'a éclairée. Dès ce moment, le doux espoir a remplacé la cruelle inquiétude. J'aurai cette femme. Je l'enlèverai au mari qui la profane. J'oserai la ravir au Dieu même qu'elle l'adore. Quel délice d'être tour à tour l'objet et le vainqueur de ses remords. Loin de moi l'idée de détruire les préjugés qui l'assiègent. Ils ajouteront à mon bonheur et à ma gloire. Qu'elle croit à la vertu, mais qu'elle me la sacrifie, que ses fautes l'épouvantent sans pouvoir l'arrêter, et qu'agitée de 1000 terreurs, elle ne puisse les oublier, les vaincre que dans mes bras. Qu'alors j'y consens et elle me dise « Je t'adore ». Elle seule, entre toutes les femmes, sera digne de prononcer ce mot. Je serai vraiment le Dieu qu'elle aura préféré. Soyons de bonne foi dans nos arrogements, aussi froids que faciles que nous appelons bonheur et à peine un plaisir. Vous le dirai-je? Je croyais mon cœur flétri en ne me trouvant plus que d'essence. Je me plaignais d'une vieillesse prématurée. Madame de Tourvel m'a rendu les charmantes illusions de la jeunesse. Auprès d'elle, je n'ai pas besoin de jouir pour être heureux. La seule chose qui m'effraie est le temps que va me prendre cette aventure, car je n'ose rien donner au hasard. J'ai beau me rappeler mes heureuses témérités, je ne puis me résoudre à les mettre en usage. Pour que je sois vraiment heureux, il faut qu'elle se donne. Et ce n'est pas une petite affaire. Je suis sûre que vous admireriez ma prudence. Je n'ai pas encore prononcé le mot d'amour, mais déjà nous en sommes à ceux de confiance et d'intérêt. Pour la tromper le moins possible, et surtout pour prévenir l'effet des propos qui pourraient lui revenir, je lui ai raconté moi-même, et comme en m'accusant, quelques-uns de mes traits les plus connus. Vous ririez de voir avec quelle candeur elle me prêche. Elle veut, dit-elle, me convertir. Elle ne se doute pas encore de ce qu'il lui en coûtera pour le tenter. Elle est loin de penser qu'en plaidant, pour parler comme elle, pour les infortunés que j'ai perdus, elle parle d'avance dans sa propre cause. Cette idée me vint hier au milieu d'un de mes sermons, et je ne pus me refuser au plaisir de l'interrompre pour l'assurer qu'elle parlait comme un prophète. Adieu, ma très belle amie. Vous voyez que je ne suis pas perdue et sans ressources. Post-scriptum. À propos, ce pauvre chevalier s'est-il tué de désespoir? En vérité, vous êtes 100 fois plus mauvais sujet que moi, et vous m'humilierez si j'avais de l'amour-propre. Lettre 7. Cécile de Volanges à Sophie Carnet. Si je ne t'ai rien dit de mon mariage, c'est que je ne suis pas plus instruite que le premier jour. Je m'accoutume à n'y plus penser, et je me trouve assez bien de mon genre de vie. J'étudie beaucoup mon chant et ma harpe. Il me semble que je les aime mieux
depuis que je n'ai plus de maître, ou plutôt, depuis que j'en ai un meilleur, monsieur le chevalier d'Ancenis, ce monsieur dont je t'ai parlé, et celui avec qui j'ai chanté chez Madame de Merteuil, a la complaisance de venir ici tous les jours et de chanter avec moi des heures entières. Il est extrêmement aimable, il chante comme un ange et compose de très jolis airs dont il fait aussi les paroles. C'est bien dommage qu'il soit chevalier de Malte. Il me semble que s'il se mariait, sa femme serait bien heureuse. Il a une douceur charmante. Il n'a jamais l'air de faire un compliment et pourtant tout ce qu'il dit flatte. Il me reprend sans cesse, tant sur la musique que sur autre chose. Mais il mêle à ses critiques tant d'intérêt et de gaieté qu'il m'est impossible de ne pas lui en savoir gré. Seulement, quand il vous regarde, il a l'air de vous dire quelque chose d'obligeant. Il joint à tout cela d'être très complaisant. Par exemple, hier, il a été prié d'un grand concert. Il m'a préféré de rester toute la soirée chez maman. Cela m'a bien fait plaisir, car quand il n'y est pas, personne ne me parle et je m'ennuie. Au lieu que, quand il y est, nous chantons et nous causons ensemble. Il a toujours quelque chose à me dire. Lui et Madame de Merteuil sont les deux seules personnes que je trouve aimables. Mais adieu, ma chère amie. J'ai promis que je serai pour aujourd'hui une ariette dont l'accompagnement est très difficile et je ne veux pas manquer de parole. Je vais me remettre à l'étude jusqu'à ce qu'il vienne. Lettre numéro 8. La présidente de Tourvel à Madame de Volanges. On ne peut être plus sensible que je le suis, madame, à la confiance que vous me témoignez, ni prendre plus d'intérêt que moi à l'établissement de mademoiselle de Volanges. C'est bien de toute mon âme que je lui souhaite une félicité dont je ne doute pas qu'elle ne soit digne et sur laquelle je m'en rapporte bien à votre prudence. Je ne connais point monsieur le comte de Gercourt, mais, honoré de votre choix, je ne puis prendre de lui qu'une idée très avantageuse. Je me borne, madame, à souhaiter à ce mariage un succès aussi heureux qu'au mien, qui est pareillement votre ouvrage et pour lequel chaque jour ajoute à ma reconnaissance. Que le bonheur de mademoiselle votre fille soit la récompense de celui que vous m'avez procuré et puisse la meilleure des amies être aussi la plus heureuse des mères. Je suis vraiment peinée de ne pouvoir vous offrir de vive voix l'hommage de ce vœu sincère et faire aussitôt que je le désirais reconnaissance avec mademoiselle de Volanges. Après avoir éprouvé vos bontés vraiment maternelles, j'ai le droit d'espérer d'elle l'amitié tendre d'une sœur. Je vous prie, madame, de bien la lui demander de ma part, en attendant que je me trouve à portée de la mériter. Je compte rester à la campagne tout le temps de l'absence de monsieur de Tourvel. J'ai pris ce temps pour jouir et profiter de la société de la respectable madame de Rosemonde. Cette femme est toujours charmante, son grand âge ne lui fait rien perdre. Elle conserve toute sa mémoire et sa gaieté. Son corps seul a 84 ans. Son esprit n'en a que 20. Notre retraite est égayée par son neveu, le vicomte de Valmont, qui a bien voulu nous sacrifier quelques jours. Je ne le connaissais que de réputation, et elle me faisait peu désirer de le connaître davantage. Mais il me semble qu'il vaut mieux qu'elle. Ici, où le tourbillon du monde ne le gâte pas, il parle avec raison, avec une facilité étonnante, et il s'accuse de ses torts avec une candeur rare. Il me parle avec beaucoup de confiance et je le prêche avec beaucoup de sévérité. Vous qui le connaissez, vous conviendrez que ce serait une belle conversion à faire, mais je ne doute pas, malgré ses promesses, que 8 jours de Paris ne lui fassent oublier tous mes sermons. Le séjour qu'il fera ici sera au moins autant de retranché sur sa conduite ordinaire et je crois que, d'après sa façon de vivre, ce qu'il peut faire de mieux est de ne rien faire du tout. Il sait que je suis occupée à vous écrire et il m'a chargé de vous présenter ses respectueux hommages. Recevez aussi le mien avec la bonté que je vous connais et ne doutez jamais des sentiments sincères avec lesquels j'ai honneur d'être. Lettre numéro 9. C'est Madame de Volanges qui répond à la présidente de Tourvel. Je n'ai jamais douté, ma jeune et belle amie, ni de l'amitié que vous avez pour moi, ni de l'intérêt sincère que vous prenez à tout ce qui me regarde. Ce n'est pas pour éclaircir ce point que j'espère convenu à jamais entre nous que je réponds à votre réponse. Mais je ne crois pas pouvoir me dispenser de causer avec vous au sujet du vicomte de Valmont. Je ne m'attendais pas, je l'avoue, à trouver jamais ce nom-là dans vos lettres. En effet,
Que peut-il y avoir de commun entre vous et lui? Vous ne connaissez pas cet homme, ou auriez-vous pris l'idée de l'âme d'un libertin? Vous ne me parlez de sa rare candeur. Ah, oui, la candeur de Valmont doit être en effet très rare. Encore plus faux et dangereux qu'il n'est aimable et séduisant. Jamais, depuis sa plus grande jeunesse, il n'a fait un pas ou dit une parole sans avoir un projet, et jamais il n'eut un projet qui ne fût malhonnête ou criminel. Mon ami, vous me connaissez. Vous savez si, des vertus que je tâche d'acquérir, l'indulgence n'est pas celle que je chéris le plus. Aussi, si Valmont était entraîné par des passions fougueuses, si, comme mille autres, il était séduit par les erreurs de son âge, en blâmant sa conduite, je plaindrais sa personne, et j'attendrais en silence le temps où un retour heureux lui rendrait l'estime des gens honnêtes. Mais Valmont n'est pas cela. Sa conduite est le résultat de ses principes. Il sait calculer tout ce qu'un homme peut se permettre d'horreur sans se compromettre. Et pour être cruel et méchant sans danger, il a choisi les femmes pour victimes. Je ne m'arrête pas à compter celles qu'il a séduites. Mais combien n'en a-t-il pas perdu? Dans la vie sage et retirée que vous menez, ces scandaleuses aventures ne parviennent pas jusqu'à vous. Je pourrais vous en raconter qui vous en feraient frémir, mais vos regards, purs comme votre âme, seraient souillés par de semblables tableaux. Sûr que Valmont ne sera jamais dangereux pour vous. Vous n'avez pas besoin de pareilles armes pour vous défendre. La seule chose que j'ai à vous dire, c'est que de toutes les femmes auxquelles il a rendu des soins, succès ou non, il n'en est point qui n'ait eu à s'en plaindre. La seule marquise de Merteuil fait l'exception à cette règle générale. Seule elle a su lui résister et enchaîner sa méchanceté. J'avoue que ce trait de sa vie est celui qui lui fait le plus honneur à mes yeux. Aussi a-t-il suffi pour la justifier pleinement aux yeux de tous de quelque inconséquence qu'on avait de lui reprocher dans le début de son veuvage. Quoi qu'il en soit, ma belle amie, ce que l'âge, l'expérience et surtout l'amitié m'autorisent à vous représenter, c'est qu'on commence à s'apercevoir dans le monde de l'absence de Valmont et que si on ne sait qu'il soit resté quelque temps entière entre sa tante et vous, votre réputation sera entre ses mains, malheur le plus grand qui puisse arriver à une femme. Je vous conseille donc d'engager sa tante à ne pas le retenir davantage. Et s'il s'obstine à rester, je crois que vous ne devez pas hésiter à lui céder sa place. Mais pourquoi resterait-il? Que fait-il donc à cette campagne? Si vous faisiez puis ces démarches, je suis sûre que vous découvririez qu'il n'a fait que prendre un asile plus commode pour quelque noirceur qu'il médite dans les environs. Mais, dans l'impossibilité de remédier au mal, contentons-nous de nous en garantir. Adieu, ma belle amie. Voilà le mariage de ma fille un peu retardé. Le comte de Gercourt que nous attendions d'un jour à l'autre me mande que son régiment passe en Corse. Et comme il y a encore des mouvements de guerre, il lui sera impossible de s'absenter avant l'hiver. Cela me contrarie. Mais cela me fait espérer que nous aurons le plaisir de vous avoir à la noce, et j'étais fâchée qu'elle se fît sans vous. Adieu. Je suis, sans compliment comme sans réserve, entièrement à vous. Post-scriptum. Rappelez-moi au souvenir de Madame de Rosemonde que j'aime toujours autant qu'elle le mérite. Eh bien, c'est sur cette lettre, sur la lettre numéro 9, que s'achève cette édition de Voyage au bout de la nuit. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie et je souhaite une excellente nuit pour tous ceux qui se couchent ainsi qu'une très belle journée pour ceux qui se lèvent. À très bientôt sur D8.